Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour Histoire criminelle, votre rendez-vous dédié aux grandes affaires criminelles chaque dimanche sur LCI. Et au sommaire de ces dimanches, nous allons nous plonger dans le temps, la justice à l'épreuve du temps. Nous allons en effet nous plonger dans deux affaires qui ont défié les années. L'affaire Dany Leprince, alias le boucher de la Sarthe, il sera rejugé. La Cour de révision a décidé cette semaine qu'il aurait un nouveau procès pour le quadruple meurtre commis sur sa famille il y a 30 ans. Dany Leprince est-il l'homme qui a découpé sa propre famille à la feuille de boucher ou est-il un innocent victime d'un système qui a voulu en faire le coupable idéal? Nous allons nous replonger au cœur de ce qui est peut-être l'une des plus grandes erreurs judiciaires françaises. Et puis, nous allons vous raconter aussi ce dimanche le calvaire sans fin des parents du petit Jonathan Coulon, ce petit garçon de 10 ans enlevé en pleine nuit dans le dortoir de sa colonie de vacances à Saint-Brévin-les-Pins. Ses parents ont mis 22 ans à obtenir un procès. Il y a quelques semaines, un homme a été condamné, mais cet homme a décidé de faire appel. Ses parents vont donc devoir affronter un nouveau procès. Nous recevrons l'avocate du père du petit Jonathan et puis nous vous livrerons tous les secrets, les révélations sur le procès qui vient d'avoir lieu grâce à Marion Garnier qui nous dévoilera en avant-première le livre qu'elle vient d'écrire, l'affaire Jonathan Coulon, 22 ans d'enquête. Histoire criminelle, chapitre 31, soyez les bienvenus. Tout de suite, on va donc se plonger au cœur de l'enquête. Et l'on se plonge donc dans une enquête de 30 ans, aujourd'hui totalement remise à plat. Une enquête qui a conduit peut-être à l'une des plus grandes erreurs judiciaires de notre histoire. Une enquête qui a conduit cet homme, Dany Leprince, à être surnommé le boucher de la Sarthe. L'homme qui aurait tué 4 membres de sa famille avec une feuille de boucher. Eh bien aujourd'hui, il sera rejugé. 30 ans après, c'est la décision cette semaine de la Cour de révision. On va vous raconter tout cela avec nos invités. Plana Radenovic, bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes journaliste police-justice à RTL. Vous dirigez une collection chez Michalon. Votre dernier ouvrage, Le temps qu'il lui reste, dans la tête de Frédéric Péchier. Merci beaucoup d'être avec nous. Et puis Thibaut Solane, on est ravis de vous retrouver. Bonjour Thibaut, directeur adjoint de la rédaction de Marianne. Votre dernier livre, on en avait beaucoup parlé sur ce plateau, c'était passionnant. Sommes-nous passés à côté de tueurs en série? C'est chez Robert Laffont. On va donc avec vous ouvrir la boîte à archives pour se replonger dans cette affaire Dany Leprince qui connaît un rebondissement sans précédent. On verra que c'est une décision vraiment rarissime qui a eu lieu cette semaine. D'abord, mettons-nous en 1994, Plana. Quelle est la vie de Dany Leprince? Qui est cet homme? Quelle est sa vie à ce moment-là? Dany Leprince, c'est un homme qui vit assez simplement dans un petit village de la Sarthe, à Torigné-sur-Dué. Il vit pas très loin de la maison de son frère. Et c'est quelqu'un qui travaille énormément, qui travaille dans la ferme où il habite avec sa femme et leurs enfants. Et qui travaille aussi à la Socopa. C'est un endroit où on s'occupe de la viande. En gros, lui, il est à l'emballage, au conditionnement de la viande. Et puis, sa femme travaille aussi à la Socopa. Elle est chargée plutôt de découper la viande. Ça a son importance parce que vous l'avez compris, on vous parle d'une affaire dans laquelle des corps ont été découpés à la feuille de boucher. Voilà pour le tableau d'une vie de famille qui se passe bien. Dany Leprince qui vit dans la maison juste à côté de celle de son frère cadet Christian. Et puis en septembre 1994, tout bascule. 4 septembre 1994, Christian Leprince, sa femme Brigitte et 2 de leurs filles de 10 et 6 ans sont retrouvés massacrés à l'arme blanche dans leur maison à Torigné-sur-Dué. Plusieurs couteaux et une feuille de boucher ont été utilisés. Seule la petite Solène, 2 ans, a échappé au carnage. L'affaire horrifie la France entière. Très vite, les soupçons se portent sur le frère de Christian, Dany, qui habite la maison voisine. Thibaut, il y a plein de choses intéressantes. D'abord, cette scène de crime qu'on découvre donc le 4 septembre 1994, particulièrement violente, particulièrement sanglante. Oui, tout à fait. On la découvre le jour de la rentrée des classes de 1994. Et en fait, on trouve là donc 4 corps. C'est un véritable bain de sang, c'est un massacre. Il y a du sang jusqu'au plafond. Certaines victimes ont été quasiment décapitées. Il y a même un stagiaire du palais de justice qui se rend sur les lieux avec un magistrat qui doit relever son pantalon pour ne pas se salir. C'est vraiment un massacre hors norme. Mais on retrouve tout de même une survivante à ce massacre, la petite Solène, qui est alors âgée de 2 ans, qui est dans sa chambre en train de pleurer, mais qui est indemne. Vous allez voir qu'on va tirer tous ces fils. Le sang, la petite Solène, ce sont des éléments clés de cette histoire qui vont jouer un rôle dans le prochain procès, assurément.
Il y a donc ce drame, on découvre cette scène de crime. Dany Le Prince, tout de suite, va être ciblé. Il va être placé en garde à vue, notamment à cause des accusations qu'on va porter contre lui. Alors, pas n'importe quelles accusations, les accusations de sa propre femme. Qu'est-ce qu'elle dit, Martine Compin, sa femme ? Oui, alors très vite, Martine Compin, la femme de Dany Le Prince, elle l'accuse et elle dit qu'en fait, elle a vu Dany Le Prince tuer son frère avec en fait ce qui semble être une feuille de boucher, parce qu'elle décrit un couteau brillant. Donc évidemment que ça joue énormément. Et puis il y a Célia qui est la fille aînée du couple de Le Prince, qui a 15 ans à l'époque et qui, elle, dit aussi avoir vu Dany Le Prince. Elle donne une heure parce qu'elle parle d'un moment où le feuilleton qu'elle regardait était en pause. Donc pendant la pub, elle est sortie et elle dit qu'elle a vu au niveau de la boîte aux lettres Dany Le Prince tuer son frère. Tout est réuni. On a un frère qui vit à côté de son frère cadet. On a le témoignage de sa propre femme, le témoignage de sa fille qui l'accable. Il va passer en garde à vue de très nombreuses heures, Dany Le Prince, plus de 40 heures. Et là, à un moment, il va finir par craquer et il va livrer des aveux partiels. Image de la nuit dernière, un convoi de gendarmerie sous les flashs, emmenant caché à l'arrière sous une couverture Dany Le Prince vers sa prison. Un juge d'instruction, Céline Brunetière, annonçant d'une voix monocorde la mise en examen pour quadruple meurtre avec circonstances aggravantes pour enfants mineurs. Alors Thibault, on a l'impression qu'on est à la fin de l'histoire. Il a avoué. Il n'a pas tout avoué. Qu'est-ce qu'il a dit en garde à vue, Dany Le Prince, dans des conditions, je le disais rapidement, très très particulières quand même? Oui, tout à fait. En fait, il avoue au bout de 46 heures de garde à vue. Et devant les gendarmes, il va donc expliquer qu'effectivement, ce soir-là, il s'est rendu au domicile de son frère avec une feuille de boucher cachée dans son dos. Et qu'il a pété les plombs en quelque sorte. D'ailleurs, il dit qu'il ne se souvient pas de tout. On comprend pas complètement le mobile du crime. Il est question à ce moment-là de désaccord sur un terrain ayant appartenu à la famille que Dany Le Prince veut récupérer. On parle de jalousie entre les deux frères, de rivalité financière. Tout à fait. C'est vrai que Christian avait une vie financière un peu meilleure que celle de son frère. Il était à la tête d'une carrosserie qui marchait très bien, alors que, comme Plana l'a rappelé, Dany Le Prince cumulait 2 emplois pour s'en sortir. On retrouve aussi dans la maison des victimes une reconnaissance de dette, c'est-à-dire que Dany Le Prince devait 10 000 francs à son frère, mais il faut dire quand même que cette reconnaissance de dette datait de 1986, donc il n'était pas très pressé, a priori, Christian, pour récupérer son argent. Mais en fait, effectivement, il avoue, mais il avoue seulement le meurtre de son frère. Et les gendarmes s'arrêtent là. Ils ne lui demandent pas comment il a tué les autres, est-ce qu'il a tué les autres, qu'est-ce qui s'est passé ensuite. On s'arrête là. Et là, en fait, c'est un premier trou, une première faille dans l'enquête. Et pourtant, eh bien, avec tout ça, on va faire un procès aux assises, qui va commencer le 8 décembre 1997 pour Dany Le Prince. Les experts psychologues ont détaillé la personnalité très complexe de Dany Le Prince, accusé d'avoir tué son frère, sa belle-sœur et 2 de leurs filles. Un homme décrit comme insensible, capable d'une violence inouïe et qui aujourd'hui clamerait son innocence pour brouiller les cartes. Il peut se fabriquer ce cinéma intérieur tout en y croyant, mais ce qu'il faudrait, c'est que les autres y croient, autour de lui. À partir du moment où les autres n'y croiront plus, il y a danger, mais il est quand même très fort. Cette archive, elle est passionnante parce qu'elle nous dit bien à quel point, au moment où le procès commence, tout le monde a déjà décidé que Dany Le Prince était le coupable. Oui, et c'est vraiment un problème quand même, parce qu'avec ces expertises, on voit qu'on peut faire dire un peu n'importe quoi. Enfin là, oui, il a une personnalité complexe, alors il est insensible, c'est quelqu'un, on en parlera peut-être, moi je l'ai rencontré cette semaine, il est tout d'émotions rentrées, mais c'est quelqu'un, voilà, c'est un milieu comme ça aussi. Enfin, il vient d'un milieu rural, c'est pas quelqu'un qui va montrer ses émotions. Ça veut pas dire qu'il est insensible et surtout, ça veut pas dire qu'il est coupable. Il y a justement dans ce procès des éléments qu'on ne va pas prendre en compte. Vous le disiez, il y a un trou dans la raquette. Déjà, on s'arrête au fait qu'il ait juste avoué la mort de son frère Christian. Mais il y a d'autres trous. On va les reprendre dans le détail. Mais juste d'abord, pour se donner une petite idée, ce procès, il commence avec quand même quelques incohérences. La première des incohérences, c'est le sang. Parce que ça, c'est un premier sujet. Vous nous racontiez à l'instant, Thibault, à quel point il y avait du sang partout dans cette maison. Eh bien, il n'y a aucune trace de sang sur Dany Le Prince. On ne retrouve aucun vêtement sur lequel il
il y aurait des traces de sang. Il y a aussi, on va y revenir, les déclarations changeantes de Martine Compin. Oui, je suis pas assez rapide, mais les déclarations changeantes de Martine Compin, son épouse de l'époque. Et puis le troisième élément troublant, c'est une empreinte de pas, on va y revenir, qui a été découverte sur la scène de crime des Doc Martens 41. Elle apparaît, vous la voyez, sauf qu'en fait, Dany Le Prince ne fait pas du 41. Alors on va reprendre tous ces éléments. D'abord, les déclarations de Martine Compin, sa femme. Concernant Solène, notamment la petite fille qu'on retrouve encore vivante, elle varie tout au long de l'histoire. Tout à fait. Elle va même varier énormément. 2 ans après le crime, elle va subitement se souvenir que finalement, ce soir-là, le soir du massacre, elle est entrée dans la maison, elle a enjambé les corps, elle est allée dans la chambre de la petite Solène pour la recueillir, elle est allée la laver, elle a tenté de la confier à sa belle-mère, c'est-à-dire la mère de Dany Le Prince, qui lui a dit non, ramène-la chez elle. Elle l'a ramenée chez elle en réenjambant les corps, et ensuite elle est allée se coucher à côté de son mari, qui est censé avoir tué tout le monde selon sa déclaration. On dit quand même que ça n'a ni queue ni tête. Oui. Ça n'est pas possible. On imagine une femme enjamber les corps, aller chercher une petite fille, réenjamber les corps, revenir, aller se coucher à côté de son mari. En plus, elle dit qu'elle est allée chez sa belle-mère, donc la mère de Dany Le Prince, avec la petite Solène quand elle l'a prise en charge. Et sa belle-mère lui aurait dit qu'il fallait la remettre dans le bain de sang pour ne pas inquiéter Dany, pour protéger Dany. Et évidemment, la belle-mère ne se souvient absolument pas de cette scène. Et rien que ces déclarations-là auraient dû susciter à l'époque une garde à vue de Martine Compin. Ça ne fait pas d'elle non plus une coupable, mais ça fait d'elle au moins une suspecte. Enfin, c'est très particulier. Premier élément troublant, le sang. Deuxième élément troublant, vous nous disiez du sol au plafond, pas une trace sur Dany Le Prince, pas une trace sur ses vêtements. Il faut même rajouter que quelques années plus tard, on va retrouver une trace ADN au milieu de ce sang qui correspond à un homme inconnu, qui n'est pas Dany Le Prince. Tout à fait. On va retrouver en fait un couteau cassé dans le salon des victimes, qui a pu être l'une des armes du crime, parce que beaucoup d'observateurs pensent qu'il y a eu plusieurs armes du crime, en fait, pour commettre ce massacre. Et sur ce couteau, il subsiste encore un ADN masculin inconnu. Et d'ailleurs, on va peut-être en parler, mais pour la suite de l'enquête, on pourrait aller plus loin dans les comparaisons ADN. Il y a évidemment aussi un autre témoignage qui va jouer dans ce procès, c'est le témoignage de la petite Solène. Alors elle va parler, elle va être entendue par des psychiatres, la petite Solène, et elle va avoir cette phrase concernant Dany Le Prince. Elle est très simple, cette phrase. Tonton, pas gentil, tonton, méchant. Elle a 2 ans, Solène. Voilà la seule chose qu'elle peut dire. Ça va beaucoup jouer dans le procès. En fait, on va se rendre compte que la nourrice n'est peut-être pas pour rien dans cette déclaration. Oui, parce qu'en fait, la nourrice, qui est aussi celle qui découvre les corps dans le bain de sang, Nelly Hatton, en fait, elle, c'est celle qui va avoir la garde de Solène pendant 2 ans à peu près après le massacre. Et cette nourrice, elle est amie avec le major de gendarmerie qui est dans l'enquête, major avec qui elle a vraiment une relation suivie. Enfin, il vient souvent à la maison, à tel point que la petite Solène le surnomme Papy, le major. Donc, et donc, il est apparu vraiment là beaucoup plus tard que les déclarations de Solène avaient pu être reconstituées par rapport à ce qu'elle avait entendu des adultes en fait autour d'elle. Mais sur le coup, c'est vrai que la nourrice et Solène, on prend leurs déclarations comme crédibles parce qu'aussi il y a encore une expertise de Madame Daligan qui dit que c'est tout à fait crédible que Solène se souvienne, que Solène verbalise parce que soi-disant c'est écrit comme ça dans cette expertise. Au moment où le massacre est arrivé, elle n'avait pas acquis la parole et donc c'est normal qu'elle dise beaucoup plus tard, parce que c'est vrai qu'elle le dit beaucoup plus tard, qu'elle dise que voilà que c'est son tonton qui serait l'auteur du massacre. Et avec tout ça, Dany Le Prince est condamné à la perpétuité. Qu'est-ce qui pèse le plus dans ce procès contre lui ? Alors, quand on se replonge tout de même dans le récit des procès à l'époque, c'est vrai qu'il y a des choses qui jouent en sa défaveur. Je dirais d'abord son attitude au procès. J'ai relu un article de presse qui disait qu'il avait un regard un peu fou, un peu inquiétant, et puis qu'il était aussi peut-être un peu dédaigneux dans son attitude. Et puis, c'est vrai que en fait, il n'y a pas vraiment de scénario alternatif qui s'impose.
Il y en a d'autres, mais qui sont pas assez convaincants, en tout cas à l'époque, qui sont pas jugés assez convaincants pour remplacer l'hypothèse selon laquelle c'est Danny le Prince lui-même qui aurait tué toute sa famille, sachant que c'est un quadruple meurtre qui a lieu en une quinzaine de minutes, si je me souviens bien. Il est donc condamné, il va purger sa peine. Au bout de 18 ans, en octobre 2012, il va bénéficier d'une libération sous condition pour bonne conduite au sein de la prison. Les équipes de TF1 à l'époque suivaient sa nouvelle femme, Béatrice. Toute la matinée, Béatrice Le Prince a attendu, l'a guetté. Et puis enfin, il arrive, directement de la prison d'Agen. Visage fermé, mais attentif. Il salue ses voisins, puis rentre chez lui. Une page qui se tourne, Madame Le Prince. Merci à vous. Et à partir de là, Plana va s'engager son combat, le combat qui vient d'aboutir cette semaine, un combat pour la vérité, à la fois pour son innocence et aussi pour connaître le véritable coupable. C'est le combat qu'il a engagé, lui. Oui, et c'est un combat au début muet, puisque une des conditions que met la justice à sa sortie de prison, c'est qu'il se taise pendant 10 ans. Donc en fait, pendant 10 ans, il ne fera pas de médias, d'apparitions médiatiques. Même là, on le voit dans votre archive, encore une fois, qui est super. On voit que voilà, il dit rien, et c'est elle, c'est sa femme qui va prendre la parole juste après, une fois qu'il est sorti devant les journalistes. Et donc ce combat, il commence à le mener haut et fort dans les années 2020 à peu près, avec un livre en fait, mais lui-même, mais entre-temps, pendant ces 10 années, quand même, il n'a pas évidemment rien fait, et il a été épaulé par beaucoup de confrères à nous, en fait, des journalistes qui ont mené des contre-enquêtes, et puis par des avocats aussi qui se sont battus et qui ont listé un à un toutes ces défaillances, toutes ces failles. Ils vont constituer, ces avocats, un dossier de 200 pages, où ils vont recenser tout ce qui ne va pas, et ils vont démonter beaucoup d'arguments, notamment le fameux témoignage de Célia, donc la fille de Danny Le Prince, qui dit « J'ai vu mon papa avec la feuille de boucher », elle répète ce que sa mère a dit, en gros, et en fait on se rend compte que ce témoignage, il tient pas la route. La crédibilité de Célia Le Prince a été totalement remise en question par un transport sur les lieux qui a montré qu'elle avait menti. Pendant cette reconstitution, les enquêteurs découvrent que Célia n'a pas pu voir son père, hors de son champ de vision, masqué par le garage. Thibault, si cette jeune fille a menti, il y a 2 questions, c'est pourquoi et qui couvre-t-elle ? Bien sûr. Alors, Danny Le Prince, je pense, a son idée là-dessus. Oui. On parlait tout à l'heure de la petite Solène qui a pu être mise sous influence puisque, effectivement, sa nourrice avait une relation étroite avec un gendarme persuadé, lui, de la culpabilité de Danny Le Prince. Évidemment, il y a une proximité entre Célia et sa mère qui, manifestement, ne s'est jamais démentie. Donc, on peut peut-être se demander si Célia n'a pas voulu prendre le parti de sa mère et valider sa version, même s'il y a autre chose de très troublant dans ce dossier. Vous en parliez, ce sont ces empreintes de pointure 41 qu'on retrouve sur la scène de crime. 41, ça correspond pas à Danny Le Prince, il fait du 46, je crois, il est très grand. Ça correspond pas non plus à Martine Compan, mais ça peut correspondre à Célia. C'est dit qu'il y a plein d'indices dans ce dossier. Danny Le Prince a donc eu l'annonce cette semaine par la Cour de révision qu'il y aurait un nouveau procès. Donc tout ça va être mis sur le devant de la scène. Écoutez Danny Le Prince quand il apprend évidemment cette nouvelle. Le combat continue et je suis déterminé non seulement pour le procès en révision, mais également pour la vérité qui doit éclater. Je suis un peu ému, mais bon, dans tous les cas, il faut que la vérité éclate. On voit votre micro devant Plana, le micro de RTL. Il y avait une émotion particulière. Oui, alors il y avait une grande émotion et encore une fois, c'est Danny Le Prince, donc c'est une émotion contenue. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de la salle, quand il a compris en fait que sa condamnation allait être annulée, il a eu très peu de manifestations de joie. On l'a vu un peu ému, on l'a vu essuyer une larme et surtout son épouse qu'on a entendu pleurer. Et puis quand ils sont sortis, là on le voit pas, mais ils ont fait un geste de victoire avec son équipe d'avocats parce qu'évidemment, ça vient aussi couronner une contre-enquête de folie. Enfin, vous l'avez dit, c'est plus de 200 pages d'éléments nouveaux qui ont été débusqués par son équipe d'avocats. Et il faut prendre conscience du fait rarissime qui a été décidé par la Cour de révision. C'est la 13e fois seulement qu'il va y avoir un nouveau procès. Pourquoi c'est aussi rare ? On va voir ça dans le viseur de Guillaume Farbe. Guillaume qui nous rejoint. Bonjour Guillaume. Bonjour. Je le disais, décision extrêmement rare. Pourquoi c'est si rare ?
D'abord parce que en France, on considère que quand une décision de justice est rendue, qu'elle est rendue définitivement, qu'on a épuisé les voies d'appel, cette décision doit rester définitive. C'est ce qu'on appelle d'ailleurs l'autorité de la chose jugée. Et donc les révisions, c'est-à-dire le fait qu'on décide de finalement réexaminer, sont rarissimes. Alors la révision, ce qu'il faut bien expliquer, c'est pas un appel de l'appel. C'est le fait que la justice considère qu'au moment où la décision de justice a été rendue, il y avait des éléments qui étaient inconnus de ceux qui ont jugé, notamment des juges, mais aussi des jurés des différentes cours d'assises. C'est le fameux dossier de 200 pages. Et ces éléments nouveaux sont de nature à faire réémerger un doute sur la culpabilité de l'accusé et donc du condamné. Et comme le doute doit profiter à l'accusé, on décide que la révision, ça peut être un réexamen. Et là, dans l'affaire de Dany Le Prince, il y a eu des éléments qui n'étaient pas connus de ceux qui ont jugé au moment où les décisions ont été rendues. Vous en avez parlé, le témoignage de la petite Solène, les variations aussi du témoignage de l'épouse de Dany Le Prince. Tout ça, la justice considère que ça fait émerger un doute et que donc, parce qu'il y a doute, il va falloir rejuger Dany Le Prince. Les affaires qui ont déjà bénéficié d'un tel traitement, elles sont rares. On le disait, c'est évidemment des affaires très très symboliques. Patrick Dils, Omar Haddad. Oui, alors il y a deux affaires effectivement qu'on a retenues pour cette chronique. Patrick Dils, parce que lui, il a été condamné pour un double meurtre, le meurtre de 2 enfants à Montigny-lès-Metz. Il y aura ensuite une révision et cette révision va déboucher sur un nouveau procès et il finira par être acquitté. Ce qui n'est pas le cas de Omar Haddad. Vous savez, cette affaire qui est restée extrêmement célèbre en raison de l'inscription Omar m'a tué. Lui aussi a demandé une révision mais ne l'a pas obtenue et donc maintenant ses avocats en sont au stade de la Cour européenne des droits de l'homme parce que ce que lui veut obtenir, indépendamment de la grâce de Jacques Chirac, vous vous souvenez que Jacques Chirac l'avait gracié, c'est un nouveau procès pour être définitivement acquitté et pour le moment il n'en est pas là. Dans les 12 fois où il y a eu révision, où il y a eu nouveau procès, les personnes ont été réhabilitées. Est-ce que ça veut dire que Dany Le Prince est innocent ? Alors, ça veut dire que on a annulé sa condamnation et donc en fait, il redevient présumé innocent. Pour être définitivement innocenté, eh bien, il va falloir ce nouveau procès, d'ailleurs qu'il appelle de ses voeux. Vous avez diffusé une déclaration récente de lui. Donc en fait, il retrouve en fait le statut de celui qui est accusé, présumé innocent, et donc il va repartir sur un nouveau procès avec un avantage statistique. Vous le disiez, Philippe, c'est que quand il y a des condamnations criminelles qui ont fait l'objet de révision par la Cour de révision et qu'il y a eu de nouveaux procès, ça s'est soldé ensuite par des acquittements. Donc les statistiques lui sont favorables. Maintenant, la justice, ce n'est pas qu'une affaire de statistiques, c'est aussi une affaire de jurés devant une cour d'assises et donc il est redevenu présumé innocent et maintenant il va essayer d'emporter son acquittement pour être, comme vous le disiez, réhabilité. Extrêmement clair. Comment faire En fait, il faut rappeler que Patrick Dils a eu droit à un nouveau procès, mais il a été condamné à l'issue du deuxième procès, celui qui a fait suite à la décision de révision. Ensuite, il a pu faire appel, ce qui n'était pas le cas à l'époque où il a été condamné, et c'est là qu'il a été vraiment définitivement acquitté. Donc, il peut y avoir un rebondissement de ce genre-là aussi. Pour obtenir cette réhabilitation, vous le disiez tout à l'heure, il va falloir donner aux jurés une autre version. Il va falloir donner une autre piste possible. C'est quoi cette piste ? Vous avez travaillé dessus pour Marianne. C'est quoi les autres pistes possibles dans ce dossier ? Alors, les autres pistes possibles, effectivement, pour Dany Le Prince, elle se dirige vers sa compagne, qui, dit-il, elle n'a pas dit tout ce qu'elle savait. Si on se base sur les éléments recueillis sur la scène de crime et dans les jours qui ont suivi la découverte de la scène de crime, vous avez donc ce couteau retrouvé dans le salon, couteau cassé, qui a pu servir au quadruple meurtre, avec un ADN masculin encore inconnu. Il y a certaines affaires, quand on a un ADN inconnu, on le compare avec tous les habitants du village. On lance une grande campagne de prélèvement ADN. Ça s'est vu dans plusieurs affaires, ça pourrait être fait maintenant. Il y a également cette trace de chaussures de taille 41, on l'a dit. À qui ça correspond ? Ça peut correspondre à Célia. Peut-être qu'elle est entrée dans la maison, peut-être qu'elle n'a pas dit tout ce qu'elle savait effectivement à l'époque. Et puis il y a une autre piste qui a été effleurée seulement à l'époque, c'est celle de travailleurs saisonniers qui s'occupaient de ramasser des cornichons pour le compte de Martine Compin à l'époque. On s'est demandé s'il y avait un meurtre collectif, est-ce que certains ont pu être des hommes de main pour aller vite. Ça n'a été qu'effleuré, peut-être que cette piste peut être rouverte aujourd'hui. Il y a peut-être une seule, certitude c'est peut-être un grand mot dans ce dossier, mais c'est qu'on se dit que ce n'est pas l'œuvre d'une personne seule, notamment le corps de Christian, il a été déplacé le corps d'un homme qu'on vient de tuer. En 15 minutes, vous rappeliez le timing,
on peut imaginer qu'il y a plusieurs personnes. Oui, et puis en plus, il y a plusieurs armes du crime, comme Thibault le rappelait, parce que, en fait, si on regarde les cicatrices sur les corps, enfin les entailles, en fait, elles sont pas toutes compatibles avec la feuille de boucher. Certaines sont compatibles plutôt avec un couteau. Je me permets d'ajouter qu'il y a aussi le fameux couteau jaune de notre confrère du Monde qui a déterré cette affaire-là, Franck Johannes. En fait, ce couteau jaune, il a été retrouvé dans la buanderie de Martine Compin, rangé dans un tiroir. Et il y a une nouvelle expertise qui a été faite par qui était demandée par l'équipe de défense de Dany Le Prince sur ce couteau, une expertise ADN qui dit que il y a des traces ADN compatibles avec une des nièces tuées et de Dany Le Prince et Martine Compin. Donc c'est aussi l'occasion de dire qu'il y a en ce moment même une information judiciaire qui est au Mans, donc une autre enquête parallèle, où Martine Compin a le statut de témoin assisté. Ça veut dire mise en cause, mais il n'y a pas assez de charges pour la mettre en examen. Donc c'est un statut plus favorable que mise en examen, mais enfin quand même elle est dans le viseur de la justice déjà en ce moment. Absolument passionnant, parce que grâce à vous on a compris tous les enjeux de ce futur procès, tous les éléments qu'il va y avoir à discuter. Un grand merci Thibault Solano, merci beaucoup Planar Radenovic, merci beaucoup Guillaume. Vous ne serez pas là la semaine prochaine, donc je vous dis à la rentrée prochaine. La saison prochaine. Merci beaucoup Guillaume. Vous restez avec nous parce qu'on vient de vous l'expliquer, il aura fallu donc une 30aine d'années de combat pour Dany Le Prince pour obtenir un nouveau procès. Eh bien nous allons vous raconter à présent le long combat, le long calvaire des parents du petit Jonathan Coulon. Jonathan Coulon, c'est ce petit garçon de 10 ans qui a été enlevé en pleine nuit dans le dortoir de sa colonie de vacances à Saint-Brévin-les-Pins. C'est lui, le petit Jonathan Coulon, pour lequel ses parents ne cessent de se battre. Ils ont mis 22 ans à obtenir un procès. Un pédocriminel allemand a été condamné il y a quelques semaines seulement, mais cet homme a décidé de faire appel. Il va donc avoir un nouveau procès. C'est un calvaire sans fin pour les parents du petit Jonathan, un calvaire qui a commencé le 7 avril 2004. Dans la nuit, alors qu'il dormait dans une chambre avec des camarades de CM2, Jonathan Coulon disparaît. Les enfants étaient en classe de mer, tous originaires du Cher. On pense à une fugue, mais l'enfant était en pyjama et pieds nus. Moment de détresse pour les parents qui réclament de l'aide. Ce que je veux savoir, c'est que les gens, faut qu'ils sachent qu'on l'appelle Titi ou Cowboy. S'il a peur, appelez-le par son surnom. C'est le seul moyen de le réconforter. L'inquiétude d'un père, une inquiétude qui s'est muée en combat, le long calvaire de la famille Coulon. C'est ce qu'on va vous raconter avec nos grands témoins. Et nos grands témoins, maître Corinne Herman, bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes l'avocate de cet homme qu'on vient d'entendre, de ce père adoptif qui se bat pour son fils, pour avoir une vérité. Merci beaucoup d'être avec nous. Et puis Marion Garnier est aussi avec nous. Bonjour Marion, vous avez reçu avant le procès parce que évidemment ce procès il a été très suivi, il était très important. Ça fait des années que vous travaillez sur cette affaire et vous en faites un livre, l'affaire Jonathan Coulon, 22 ans d'enquête chez Darkside. Il n'est même pas encore sorti, c'est une avant-première, merci. Mercredi, je l'ai coécrit avec Cyrielle Adam. Et avec Cyrielle Adam, qu'on salue aussi. Merci beaucoup d'être là parce que vous nous révélez plein de choses sur ce long combat, sur ces 22 années, sur ce procès aussi qui a été un procès très particulier. On va évidemment y revenir. Peut-être avant, pour ceux qui n'auraient pas suivi le procès, il faut rappeler cette affaire. On est, je le disais, en avril 2004. Le petit Jonathan, il part en colonie de vacances à Saint-Brévin-les-Pins avec sa classe. C'est un jour très particulier, très attendu. C'est le jour où ils vont aller visiter l'aquarium. J'ai appris tout ça dans votre livre. Et puis, ça va commencer par une interrogation d'enfants, comme vous racontez très bien. Quand les enfants se réveillent, ils ont une consigne, en fait, c'est ne pas sortir de leur dortoir avant qu'un adulte vienne les chercher. Donc, en fait, quand les petits garçons se réveillent, ils voient que Jonathan n'est pas là, ils pensent qu'il est aux toilettes. Et puis, en fait, au bout d'un moment, les adultes qui constatent cette absence comprennent la gravité de la situation, même si les enfants, dans un premier temps, blaguent en disant qu'il est peut-être tombé dans le trou des toilettes ou il est parti. Et en fait, très rapidement, ils comprennent que cet enfant est parti. Enfin, a disparu du centre de vacances. C'était en avril, mais il faisait très très froid, il a gelé la nuit, et surtout ses vêtements sont toujours là. Il a juste disparu avec son petit pyjama gris, sans ses chaussons. Donc effectivement, tout de suite, quand les parents sont prévenus en début d'après-midi, qu'on leur dit écoutez, votre fils est parti, et puis ils arrivent
comme ça, en conduisant comme des fous. Ils reviennent du Cher vers Saint-Brévin. Eux, ils ont compris que leur fils n'avait pas fugué. Je ne sais pas si au départ, les enquêteurs, les instituteurs ont vraiment cru à la fugue. Je pense qu'on a toujours l'espoir que l'hypothèse la moins grave soit la bonne. Mais en fait, rapidement, on se rend compte que malgré toutes les battues, malgré toutes les recherches, il est introuvable et surtout, il n'y a aucun indice. On ne retrouve rien. C'est comme si c'était volatilisé. On ne retrouve rien. C'est le calvaire absolu qui commence pour les parents du petit Jonathan. 6 semaines vont s'écouler et puis on va retrouver le corps du petit Jonathan. Comment on va le retrouver ? Et on va le retrouver grâce à des voisins qui ont vu une masse dans une sorte de mare, un étang qui est devant la demeure où ils habitent, une sorte de manoir à Guérande. Ouais. Et puis il y a une espèce ils pensent que d'abord c'est une carcasse d'animal qui est à la surface de l'eau et qui se déplace à la surface de cette eau. Et puis finalement ils vont aller le voir de plus près. Un homme avec une fourche va tirer cette masse. Ils ne savent pas ce que c'est à ce moment-là et ils découvrent que c'est un corps humain. Et c'est de cette façon que le corps de Jonathan, qui était là depuis plusieurs semaines, va être découvert. Attaché ? Il est attaché, il est nu d'abord, parce qu'il a disparu avec son pyjama, mais il est nu, ligoté. Il est ligoté, il a une espèce de cordage qui part du cou, les poignets et les chevilles, mais surtout il est lesté d'un parpaing de 20 kilos, à peu près son poids à lui. Donc voilà, on voulait vraiment que ce corps disparaisse. C'est une découverte terrible, ça va émouvoir toute la France. C'est vraiment une affaire qui oui. Tous nous va toucher le visage de ce petit garçon, la détresse de ses parents. Et puis l'enquête va chercher la piste locale, il va y avoir beaucoup de fausses pistes. Et puis en 2011, c'est là que les choses vont commencer à changer, parce qu'en 2011, il y a un homme, Martin Ney, qui va être arrêté en Allemagne. En Allemagne, oui, c'est cet homme, on a ce graphique qui date de son procès, Martin Ney, qui était surnommé Schwarzmann, l'homme en noir, parce qu'il agressait des enfants vêtus tout de noir, c'est lui Martin Ney. Et en fait, en 2012, il va être condamné, Schwarzmann, cet homme qui agissait dans la pénombre pour aller enlever des petits garçons. Il va être condamné en 2012 pour l'enlèvement et le meurtre de 3 petits garçons allemands. Ces 3 petits garçons, ce sont eux, Stéphane, Dinis et le petit Dinis, avec cette ressemblance frappante avec le petit Jonathan Coulon. Des années après, et vous allez nous expliquer peut-être comment, on se dit que c'est peut-être Martin Ney, cet homme, qui a pu s'en prendre au petit Jonathan Coulon. Comment remonte-t-on et relie-t-on ces 2 affaires ? Alors, ce qu'il faut quand même préciser, c'est que les autorités allemandes, policières, les policiers allemands qui travaillaient sur ces dossiers sont venus voir très tôt les enquêteurs français, quasiment après la découverte du corps, dès 2004. Puis ils ont relancé à plusieurs reprises, mais on ne les a pas entendus parce qu'à l'époque, les enquêteurs français pensaient qu'il y avait eu une séquestration pour toute une série de difficultés, notamment médico-légales. On pensait que finalement, Jonathan Coulon n'avait pas été tué tout de suite, donc on restait sur du local. Ouais. Et on n'entendait pas ce que nous disaient les enquêteurs allemands. Et il y aura plusieurs étapes comme ça, jusqu'au moment où un codétenu de Monsieur Martin Ney finalement dit que celui-ci lui a avoué les faits concernant Jonathan Coulon. Et c'est là où ça va rebondir et où finalement ce codétenu va être entendu. On va vraiment le faire passer à la question pour vérifier s'il dit la vérité. Sauf que ce codétenu donne un détail qui n'a jamais été diffusé dans la presse, qui n'a jamais été diffusé. C'est ce détail qui va permettre à un moment donné de pouvoir mettre Martin Ney en examen et de pouvoir l'interroger sur ces faits. C'est comme ça qu'on va arriver, on va un peu vite sur l'histoire, mais parce que je veux que vous nous racontiez ce procès. C'est comme ça qu'on va arriver au procès de Martin Ney, grâce à votre travail, cet acharnement à remonter les choses, à le faire entendre, à mettre en cause Martin Ney. C'est pour les policiers et les juges aussi. Et les policiers et les juges. Il y a eu la famille, c'est grâce à elle, parce que nous on est arrivé un peu plus tard, mais c'est vraiment l'acharnement de la famille, l'engagement de la famille. Je dois dire aussi, c'est pas qu'on critique, mais on souligne le fait que les gendarmes n'ont pas trouvé, n'ont pas cru à la piste des Allemands. En fait, ils y ont pas cru, mais c'est pas qu'ils y ont pas cru. En fait, ils avaient une autre piste. Oui. Tout n'est pas de leur faute. Bien c'est sûr. Ça que je veux dire. Ils ont quand même travaillé, ils ont quand même amassé plein de choses. Oui. Les témoignages qui permettent d'incriminer Martin Ney aujourd'hui, ce sont les gendarmes qui les ont trouvés. Il faut pas oublier ça. Bien ça n'a pas été. C'est pas une piste qu'ils ont occultée pendant des années. Il a fallu donc 22 ans pour arriver à ce procès qui a donc commencé le 18 mai dernier. Vous racontez l'ouverture du procès, vous racontez toute l'histoire, mais le procès dans le détail. Et vous avez cette phrase, quand il apparaît dans le box, il dégage une banalité presque
effrayante. Ça veut dire quoi ? Mais c'est vrai, quand il rentre dans le box, c'est un homme qui a l'air en forme, comme on dirait de n'importe qui, il a l'air en forme, il n'a pas l'air marqué par sa détention. On savait que Martinet avait très mal supporté la première détention en France quand il avait été extradé la première fois, qu'il était resté 6 ou 8 mois en France. Pour le bien de l'enquête et pour être entendu, et après justement. il est reparti en Allemagne, et là il est arrivé quelques jours avant le début de procès, il arrive, il est en forme, il est habillé décontracté. Il y a sa traductrice à côté de lui. On a l'impression que c'est un peu monsieur tout le monde dans le box des accusés. Il n'a pas un physique effrayant. On s'attend, enfin, quand on connaît son parcours et le nombre de ses condamnations, les faits pour lesquels il a été condamné en Allemagne sont des faits atroces, de plusieurs meurtres, de nombreuses agressions sexuelles et viols. Il est accusé d'un crime épouvantable et il arrive, il a l'air décontracté. Il n'a pas la tête qu'on attend. C'est un calculateur, c'est un homme froid. Peut-être qu'on peut l'illustrer par une des clés qui a été dans ce procès, c'est son mode opératoire. Parce que vous vous êtes beaucoup appuyé là-dessus pour démontrer la culpabilité de Martinin dans l'affaire Jonathan Coulon. Si on le résume assez rapidement, il y a les repérages préalables qu'il conduit avant d'enlever un petit garçon. Le fait que ce sont des enlèvements, la plupart du temps, de nuit. Et puis le fait qu'il s'en prend toujours à des petits garçons. Ce mode opératoire-là était un élément clé pour convaincre les juges. C'est surtout une signature, mais il manque un tout petit point. Je vous en prie, rajoutez. C'est qu'il s'attaque à des enfants dans des centres, c'est-à-dire dans des lieux où il y a plusieurs enfants qui peuvent le voir et qui peuvent signaler sa présence. Donc une prise de risque maximum, et ça c'est une vraie signature, c'est-à-dire qu'il maîtrise les lieux, des lieux où il y a des adultes qui dorment à côté des enfants, donc une précision chirurgicale dans son action, et ça c'est vraiment sa signature, et c'est ce qui fait froid dans le dos aussi dans sa façon d'agir. Il n'a pas peur, et ça nous amène à un des temps forts de ce procès que vous racontez. C'est un des camarades de classe qui est venu témoigner, qui était dans ce dortoir avec Jonathan Coulon, et qui 22 ans après vient devant les jurés raconter qu'en fait il a des flashs, c'est votre mot, qui le hantent, parce qu'en fait, cette nuit-là, il a failli être pris à la place de Jonathan. En fait, les camarades de classe de Jonathan, ceux qui étaient dans son dortoir, bien évidemment, mais aussi ceux qui étaient dans les autres chambres, quand ils ont compris ce qui était arrivé à leurs copains, quand ils ont découvert pour la plupart à la télé que le corps avait été retrouvé, à partir de ce moment-là, ils ont 10-11 ans, 22 ans après, ce sont les mêmes. Pourquoi lui ? Pourquoi pas moi ? Pourquoi j'ai pas entendu ? Qu'est-ce que j'ai vu ? Et ce camarade de classe, il a des phrases qui changent un petit peu par rapport à ce qu'il a dit au début. En plus, il avait de la fièvre au moment des faits. Mais quand même, ce qui est constant, c'est qu'il a vu un homme arriver, se pencher au-dessus des enfants. Il le dit, Martinet, il se penche au-dessus d'eux. Il regarde. Et comme il fait nuit, il peut pas vraiment choisir les enfants, mais il doit quand même voir la couleur des cheveux clairs. C'était le seul, Jonathan, donc il a dû voir, et puis il a le sentiment de voir comme une arme sur le côté. Alors au début, il y a un couteau fixé, là il disait plus une arme pointée sur moi, mais c'est terrible en fait. Il a vu, ce garçon a vu l'homme qui a enlevé Jonathan Coulon. Et il a fait ce qu'un enfant fait, c'est-à-dire qu'il a eu peur, il s'est mis sous sa couette, et puis il s'est dit ça va passer, c'est un mauvais rêve. Et puis, je pense que les enfants, à la fois ils ont peur, et en même temps ils savent pas vraiment si ce qu'ils voient est vrai. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est un cauchemar ? Est-ce que je me raconte pas une histoire ? Il y a ça aussi, c'est très compliqué. Et comme après on leur raconte pas la vérité pendant un moment, c'est difficile de fixer des idées, des souvenirs très clairs. On parlait de ce mode opératoire, vous le complétiez, parce qu'effectivement il n'a pas peur, il va dans des dortoirs où il y a des enfants. Il a été interrogé sur ce mode opératoire. Et d'ailleurs il reconnaît que ça lui correspond assez bien. Voilà ce qu'il va déclarer à la juge. Je vois des ressemblances, mais je maintiens que je n'ai rien à voir avec l'affaire Jonathan Coulon. Peut-être que l'auteur a entendu parler de mes faits. Comme si c'était une star, et il dirait j'ai des gens qui m'imitent parce que je suis tellement fort et puissant qu'on a envie de m'imiter dans le crime.
Oui, il va même rajouter que ça l'aurait arrangé que quelqu'un d'autre soit arrêté pour des faits ou fasse des faits un peu similaires. D'ailleurs, il va aller plus loin, alors qu'il n'est pas identifié, qu'on ne sait toujours pas qui est le Schwarzman. Ouais. Il va sur les réseaux sociaux tout de suite après la mort de Jonathan Coulon, essayer de décrire, de dire que les faits concernant Jonathan Coulon, ce serait le Schwarzman qui se serait déplacé en France. Donc, il le crée lui-même, cet imitateur dont il parle après. Il a toute une stratégie par rapport à cela. Il a énormément de froideur durant ce procès, énormément de distance. Comment vous le qualifiez ? Bon, c'est le comportement habituel des tueurs en série, des psychopathes qui ont cette espèce de détachement affectif par rapport aux faits, même par rapport aux faits de pédophilie. Il reconnaît quand même une 50aine d'agressions d'enfants, c'est pas rien, c'est quelque chose d'hors norme, et il le reconnaît sans difficulté, sans état d'âme, il en parle comme si c'était quelque chose de normal. À côté de ça, moi je l'ai interrogé sur lui-même, et là par contre sur lui-même, comme tous les tueurs en série qu'on a pu rencontrer, et que j'ai pu interroger, c'est toujours les larmes sur soi-même, sur sa souffrance personnelle, sur ce que on ne comprend pas de moi, sur ce que je n'ai pas réussi à faire comprendre, à réussir dans la vie. Donc on a ces personnes qui sont tournées uniquement vers elles-mêmes, et là on peut avoir une sorte de sentiment, en tout cas de réaction humaine, et puis cette froideur absolue, cette façon chirurgicale aussi de décrire les choses de façon très précise. Il y a même une forme, moi je dirais de cynisme, en tout cas d'horreur, dans un échange qu'il va y avoir avec la présidente, qui va l'interroger sur ses ressemblances physiques entre les petits garçons qu'il a agressés en Allemagne et Jonathan Coulon. Regardez cet échange. La présidente va lui dire « Vous avez convenu que le physique de Jonathan Coulon pouvait correspondre aux critères qui pouvaient être les vôtres. » Réponse de Martine Ney, d'un point de vue purement optique, oui, il aurait pu objectivement me plaire. Elle est glaçante, cette phrase. Mais lui, il parle de ses préférences, ses orientations sexuelles criminelles comme quelque chose de naturel. Donc il parle naturellement des attirances pour les uns plutôt comme ça que pour les autres plutôt comme ça. C'est quelque chose de naturel. Il explique que depuis qu'il est en âge d'avoir des pulsions sexuelles, donc 13-14 ans, ceux qui l'ont intéressé tout de suite, ce sont les petits garçons. Donc il dit c'est naturel. Voilà, il est pas. Mais d'ailleurs, en revanche, ce qu'il ne trouve pas naturel, c'est de tuer les enfants. Et il explique, et là, il se défend comme il peut, parce que il y a un débat sur est-ce qu'il prend aussi du plaisir à tuer, ou est-ce que, comme il le dit, ce ne sont que des meurtres par accident, dit-il. C'est-à-dire que l'enfant a eu la mauvaise réaction. C'est-à-dire que les petits Allemands, s'ils se sont fait tuer, si on l'écoute, c'est qu'ils se sont débattus, c'est qu'ils ont crié. Ils n'ont pas réagi comme il fallait pour pouvoir s'en sortir. Il a été contraint de les tuer par accident. En fait, c'est ça qu'il dit. Même s'il se pose vraiment la question, parce qu'il y a une préméditation dans le fait d'enlever l'enfant, de le ligoter, de l'enlever, de repérer, sans doute que la finalité est parfois le meurtre. Sans doute que parfois il rentre dans les centres de vacances en ayant autre chose en tête que d'agresser sexuellement, de violer un enfant en disant je repartirai s'il ne se réveille pas. Il a été condamné. Vous avez réussi ce tour de force parce que ce n'était pas forcément gagné. Il a été condamné. Et l'horreur s'est abattue une nouvelle fois, je pense, sur les parents du petit Jonathan quand il a décidé de faire appel il y a quelques jours. Comment ils ont vécu ça ? Alors, il a le droit de former appel de sa condamnation, et puis il faut savoir aussi que les délais pour former appel sont très courts. Donc il faut absolument, dans des affaires aussi importantes, on va conseiller, en tout cas ces conseils vont lui dire que c'est mieux de faire appel, et puis qu'on verra par la suite. Est-ce qu'il va décider, accepter de revenir en France et d'être jugé une deuxième fois ? Est-ce qu'il va renoncer à son appel ? Tout est possible, on ne le sait pas aujourd'hui. Mais c'est vrai que pour la famille, c'est un entre-deux qui est un vrai calvaire, c'est à nouveau des angoisses, c'est à nouveau la peur qu'il ne soit pas condamné, c'est l'idée qu'on va revivre quelque chose qu'on vient de vivre qui était vraiment absolument c'est difficile, mais c'est une souffrance majeure, et en même temps c'était un espoir qu'il soit condamné. On leur a dit, pour eux ils ont la vérité, l'audience leur a montré la vérité, donc c'est difficile de devoir rediscuter de tout cela, mais on verra ce que va décider Martin Ney. Ils ont vécu un long calvaire, ces parents, l'attente d'une vérité, l'attente d'un procès. Vous racontez aussi dans votre livre la manière dont ils ont vécu tout cela, avec au début une affaire très médiatisée. Vous racontez par exemple comment la photo du petit Jonathan va se retrouver à la une de Paris Match, sans qu'il le sache, le jour même où on va retrouver son corps. C'est terrible parce qu'en fait, ce reportage dans Paris Match paraît,
Et dedans sont les photos qui ont été prises pendant la classe de mer. Donc en fait, eux, évidemment, les parents, ils n'ont pas vu ces photos-là. Ça fait 3 semaines qu'ils sont à la recherche de leur enfant, qu'ils se demandent ce qui a pu se passer, enfin, qu'ils sont dans l'horreur la plus complète. Et là, on le voit dans Paris Match, qui est dans... Joyeux, heureux, dans des lieux d'activité. Et l'article se termine en disant que tout le monde espère, mais en réalité non, on découvre son corps très rapidement, et en fait on apprendra que c'est quelqu'un de l'éducation nationale qui avait transmis ces photos-là, pensant en fait apaiser, peut-être même pensant que les parents de Jonathan pourraient toucher un petit peu d'argent pour les aider dans leurs recherches, mais eux, ils comprennent vraiment ce jour-là, je pense, que leur petit garçon leur appartient plus. Non seulement ils l'ont perdu, ils vont douloureusement comprendre qu'il a été tué dans des conditions atroces, mais en plus son image leur appartient plus, et c'est ce qui va faire qu'après, pendant toutes ces années-là, ils vont être très très prudents. Ce sont des gens très prudents qui ont une parole très mesurée. Ils ont très peu pris la parole. Ouais. C'est Stéphane qui a parlé à la fin, et avec des mots très justes, très forts. Ouais. Et vous racontez, pour finir cette histoire, le beau geste du kiosquier de leur village qui, quand il reçoit le Paris Match, dit « je ne peux pas le mettre en vente ». Il ne les met pas en vente. Il va les mettre de côté. Il leur dit « regardez ce que j'ai reçu, je ne les mets pas en vente, je voulais que vous les voyiez les premiers ». C'est des parents qui ne parlent pas, et qui, Stéphane Coulon, votre client, il a parlé, avant d'ailleurs le verdict, il a parlé très peu après, il a parlé avant le verdict. Et il a lancé un appel, il faut se resituer, on était en pleine affaire Liana. Tout à fait. Et ces mots, c'était les mots d'un père, pour tous les parents qui peuvent connaître ce genre d'horreur. On va l'écouter. Je demande, je pose la question, à quand une inspection et des travaux globaux dans toutes les entreprises, dans tous les centres qui accueillent des enfants, dans toutes nos écoles, pour que nos enfants soient enfin en sécurité. Il vous avait dit, vous êtes juste à côté de lui, ce qu'il allait dire, ce qu'il voulait dire. Oui, il voulait dire ça, il voulait passer ce message. On veut souvent, après l'horreur, qu'on en sorte quelque chose, qu'on en sorte une prise en charge différente. Ils ont vécu l'horreur. Leur enfant, on leur rendra pas leur vie. Mais son souci, il le dit souvent avec sa fille aussi, c'est qu'il faut que les choses changent. Et c'est vrai qu'on est en plein procès quand l'affaire Liana arrive. Et c'est insupportable parce que c'est une roue sans fin. C'est-à-dire qu'on ne prend pas la mesure des risques qu'on fait courir à nos enfants, parce que justement on ne surveille pas assez, parce qu'on aurait les moyens de le faire. Et il voulait passer ce message avant même d'avoir le verdict, parce que le verdict allait être ce qu'il était, mais lui il avait eu son procès et il voulait qu'on en sorte quelque chose à ce moment-là. Et c'est très courageux aussi de prendre la parole, parce que c'est très difficile de prendre la parole quand on est dans cette émotion d'attente, et il a porté cette parole pour toute sa famille et pour Jonathan. Vous qui accompagnez beaucoup de familles, cette affaire Liana, elle est venue les percuter. Il y a des familles qui vous ont appelé comme eux, qui vous ont dit « là, on est en train de revivre notre propre drame ». Oui, c'est toujours le cas d'ailleurs, c'est souvent pendant des procès. Il y a des nouvelles affaires dans l'actualité et ça vient bousculer tout ce qui vient d'être vécu. On va vers une recherche d'apaisement à l'issue d'un procès, et là on a des affaires dans l'actualité qui tous les jours vous rappellent votre souffrance et ce que vous avez vécu. Et des fois même, ça arrive à certains de nos clients de voir leur propre affaire alors qu'on les a pas avertis. C'est exactement la même chose que pour Paris Match, de voir leurs images, de voir leurs paroles qui n'ont pas autorisé à reprendre, et de les replonger dans cette souffrance. Il faut savoir qu'il y a des fois des thérapies très longues, ils suivent, souvent ils sont pris en charge, et ça parfois ça balaye tout le travail qui a été fait. Et puis il y a eu dans ce procès aussi, pour finir, des moments d'amour. Vous publiez la lettre qu'a lue la demi-sœur, puisque vous l'évoquiez, de Jonathan dans le procès. C'est juste magnifique. Oui, c'est magnifique. Alors c'est vrai, je rebondis juste sur le fait de demi-sœurs. C'est une famille où ils ont vraiment réussi à faire une famille, mais recomposée. Mais c'est même pas recomposé, c'est une famille. Ouais. C'est-à-dire que Jonathan, on dit toujours que Stéphane, la presse dit le père adoptif ou même le beau-père. Alors là, ça c'était scandaleux puisqu'il porte le nom, c'est vraiment son père. Et il y a des enfants qui n'ont pas le même père, pas la même mère, pas le même père, pas la même mère dans cette fratrie, mais ils sont frères et sœurs. Et Laetitia, qui était à peine plus âgée que Jonathan, qui partageait la vie de Jonathan, qui dit c'était comme mon jumeau, elle a lu un texte
très très fort, qui est bien écrit. C'est une jeune femme qui est bien structurée, qui a supporté l'insupportable là, qui voulait savoir, qui voulait se confronter à la réalité des choses, et qui à la fin de sa déclaration écrite s'est retournée vers Martinet, qui avait beaucoup parlé de sa foi, du pardon de Dieu, que Dieu lui avait pardonné les 3 meurtres allemands, donc il avouerait celui en France parce qu'il sait que Dieu lui pardonnerait. Et elle s'est retournée vers lui et elle lui a dit mais nous partageons la même foi, alors je vous tends la main, dites la vérité. Et c'est vrai que là il y a eu un petit moment aussi où on s'est dit est-ce qu'il va dire quelque chose ? Et non. Il n'a pas parlé. Il y aura donc un nouveau procès, est-ce qu'on a une idée de 2027 ? Normalement, oui, puisqu'il est détenu, ça devrait. Mais enfin, il y a toute une organisation, puis c'est plus compliqué avec les traductions, le fait que l'Allemagne nous le prête le temps du procès, qu'il n'aime pas bien être incarcéré en France. On espère que ça va venir assez vite pour que ce calvaire s'arrête pour la famille. Merci infiniment. C'est vrai qu'il avait formé son appel, il était encore à Nantes. Ouais. Il est en Allemagne maintenant. Je renvoie évidemment l'affaire Jonathan Coulon. Ça sort mercredi, 22 ans d'enquête chez Darkside. Marion Garnier et Cyrielle Adam. Merci beaucoup d'être venu nous présenter ce livre en avant-première. Merci beaucoup Corinne Herman. Évidemment, l'émission est à retrouver en podcast sur toutes les plateformes de streaming. On se donne rendez-vous dimanche prochain pour d'autres affaires criminelles.